Le procès des 3 individus accusés du meurtre par balle perdue de Xavier Gimel en 2013 s'est ouvert devant le tribunal de grande instance de Cayenne aujourd'hui. 30 mois de prison avec sursis requis pour ces 3 jeunes. Détail à suivre. Les femmes enceintes invitées à ne pas se rendre en Guyane ou aux Antilles pendant leur grossesse, c'est l'annonce choc de la ministre de la Santé aujourd'hui. Pour celles qui résident sur le territoire, il est crucial qu'elles évitent toute piqûre de moustique. Près de 4000 lycéens à l'affût d'informations pour leur avenir. Un forum post-bac s'est tenu sur le campus Troubiran aujourd'hui. Il leur reste peu de temps pour choisir la direction qu'ils prendront après le bac. Et puis notre invité ce soir est Stéphane Olicher, gérant d'une auto-école et vice-président du Conseil national des professionnels de l'éducation routière. Nous parlerons ensemble entre autres de la création d'un centre d'examen pour la sécurité des élèves à l'examen pratique. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette tranche d'information. On démarre avec cette information dans l'actualité, cette demande de la ministre Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui invite les femmes enceintes à ne pas se rendre en Guyane et aux Antilles en raison de l'augmentation du nombre de cas de Zika en ce moment sur nos territoires et notamment dans toute l'Amérique du Sud. L'Organisation mondiale de la santé a elle aussi tiré la sonnette d'alarme. Alexandra Durand. Avec 1,5 million de cas, c'est le pays le plus touché par l'épidémie. Au Brésil, comme dans toute l'Amérique latine, grande campagne de désinfection. L'armée a même été réquisitionnée. La cible, les moustiques de type Aedes, dont font partie les moustiques tigres porteurs du virus Zika. Un virus qui peut entraîner des éruptions cutanées, de la fièvre, voire des complications neurologiques graves, notamment pour les fœtus. Cette mère en a fait l'amère expérience. Ça a été un choc pour nous parce que personne ne pouvait expliquer ce qui était arrivé au bébé. Maintenant, nous savons. Dans cet hôpital de Recife, ce médecin voit défiler les cas. Au départ, je croyais que c'était une nouvelle maladie, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'enfants atteints. C'est une tragédie. 3 à 4 millions de cas attendus, en tout 23 pays touchés, surtout en Amérique latine et en Amérique du Sud, mais aussi 6 pays en Europe, des patients qui rentraient des zones touchées. Le virus se propage de manière explosive, de quoi inquiéter l'OMS. Le niveau d'alerte est important, comme le niveau d'incertitude. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de convoquer un comité d'urgence. Il se réunira lundi 1er février à Genève. Les experts devront décider si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Une épidémie qui serait largement sous-évaluée, car la majorité des cas sont bénins et 80% des malades ne présentent pas de symptômes. Le virus du Zika continue donc à se propager dans toute l'Amérique du Sud et gagne du terrain en très peu de temps chez nous. Les autorités appellent les femmes enceintes donc à remettre leur voyage en Guyane ou aux Antilles à plus tard, mais pour celles qui sont ici, un certain nombre de recommandations sont essentielles. Le docteur Mackenzie de l'Agence régionale de santé nous le rappelle au micro de Mia Pierre. Les femmes enceintes doivent particulièrement veiller à se protéger des piqûres de moustiques. Il y a des publications en particulier qui viennent du Brésil et qui relatent un certain nombre d'anomalies des enfants qui sont nés de femmes qui avaient eu potentiellement le Zika pendant la grossesse. Alors il y a des recherches qui sont en cours pour bien voir quel est le rôle exactement du Zika dans ces malformations de l'enfant. Mais dans le doute, il faut absolument passer le message aux femmes enceintes, se protéger contre les piqûres de moustiques et de toute façon, se faire suivre très régulièrement pendant sa grossesse. Donc les mesures de prévention, ce sont celles qui consistent d'une part à se protéger des piqûres de moustiques, c'est-à-dire que tout le monde sait maintenant qu'il faut mettre des vêtements, surtout le soir et le matin, au moment où le moustique est le plus actif, des vêtements couvrants. Il faut essayer de mettre des répulsifs. Il faut, peut-être dormir sous moustiquaire, bien que le moustique soit plus actif durant la journée que la nuit. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut lutter contre la prolifération de ces moustiques, c'est-à-dire supprimer toute source d'eau stagnante qui sont en périphérie des maisons. Et une autre conséquence de cette expansion du virus Zika, un possible impact sur l'économie locale. Pour certains Guyanais, cette recommandation faite aux femmes enceintes par la ministre de la Santé aujourd'hui risque d'être un coup dur pour le secteur du tourisme en Guyane. Un point de vue partagé par les professionnels du secteur. Mia Pierre. Les recommandations de la ministre de la Santé Marisol Touraine passent très mal auprès de la population. Il y a des risques partout et là en l'occurrence le Zika, mais voilà, il suffit de se protéger et pour moi ça ne devrait pas être un frein. Je trouve ça déplorable parce que ça donne une mauvaise image
aux métropolitaines, sur la Guyane en elle-même et tout, parce que là, ils vont penser que la Guyane, il n'y a rien que des Zika, quoi. Les femmes enceintes, c'est rien que Zika, quoi. La Guyane a toujours ceci, cela, donc après, il faut arrêter. Je pense qu'il ne faut pas dire n'importe quoi pour pouvoir encore mettre un petit peu la population à mal. C'est un peu dérangeant qu'on cible comme ça encore une fois de plus l'outre-mer, où il n'y a pas plus de moustiques qu'ailleurs, il y en a, mais bon, voilà. Cette annonce pourrait impacter la fréquentation des touristes en Guyane. Les agences de voyage s'inquiètent des risques que cela représente. Pour cette responsable d'agence, il ne faudrait pas sombrer dans la psychose. C'est un cas de force majeure indépendant de la volonté de tout le monde. Après, il faut savoir s'adapter et puis rebondir. Ce sera, je pense, un épisode de passage, comme on a eu pour d'autres épidémies. Et ça se tassera un jour ou l'autre. Mais après, il ne faut pas que les gens tombent non plus dans la paranoïa. Il y a des risques bien plus importants ailleurs dans le monde. Et pour autant, si on s'arrête de vivre pour ça, on reste chez soi et puis on n'avance plus. Pour l'instant, seule une centaine de personnes sont infectées par le virus Zika en Guyane. Un chiffre loin de celui de nos voisins brésiliens et surinamais. Je vous l'annonçais en titre, le procès des 3 individus accusés du meurtre de Xavier Gimel en 2013 s'est ouvert devant le tribunal de grande instance de Cayenne cet après-midi. Les faits remontent au mois d'octobre 2013. 3 hommes s'entraînent au tir avec une arme de chasse dans le quartier de Bourda à Cayenne et font une victime. À quelques mètres, l'adolescent Xavier Gimel est abattu devant son domicile. Les tireurs sont jugés donc pour homicide involontaire. 30 mois de prison avec sursis ont été requis. Récit de ce premier jour d'audience avec Ayodele Sharma. Les faits se sont déroulés le 22 octobre 2013. C'était dans l'impasse de l'Ifremer à Cayenne. Les 3 prévenus jouaient à tirer sur des cibles dans la maison de l'un d'eux. Et puis l'un des 108 munitions tirées par ces jeunes s'est logé dans le thorax de Xavier Gimel, dans le voisinage. Il était alors âgé de 17 ans. C'était à 18h15. Il meurt quelques heures plus tard, à 21h35, aux urgences. Aujourd'hui, les avocats des parties civiles de la famille de Xavier Gimel ont demandé que la peine soit lourde. Non par vengeance ou par esprit de vengeance, mais par volonté de donner l'exemple. Car ces 3 jeunes se sont montrés imprudents et dans une zone où il est interdit de tirer à l'arme à feu. Quant au procureur, il s'est montré plus clément. Il a requis 30 mois de prison avec sursis pour les 3 prévenus. Les 3 prévenus étant sans casier judiciaire et l'homicide étant involontaire. Quant aux avocats des 3 prévenus, ils ont joué sur la distance de tir qui s'est fait à 200 mètres de la victime. Or, l'interdiction préfectorale porte sur une distance de 150 mètres. Les juges ont entendu aujourd'hui les différentes parties. Ils rendront une décision le 25 février prochain. En bref, maintenant, dans l'affaire du viol en Réunion de 14 jeunes sur une adolescente de 15 ans, 11 d'entre eux ont été entendus par le juge des libertés et de la détention. Aujourd'hui, 5 sont placés en détention provisoire et les 6 autres sont placés sous contrôle judiciaire. L'enquête se poursuit. Je rejoins maintenant notre invité ce soir, Stéphane Olichère. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gérant d'auto-école et aussi vous représentez, rappelez-moi le nom, le syndicat national. Alors je suis vice-président du CNPA, Conseil national des professions de l'automobile, mais je suis ce soir au titre d'une intersyndicale. En fait, il y a eu la fusion de l'UNIC, Union nationale des indépendants de la conduite, et du CNPA. Alors on est là justement pour parler, on se souvient il y a quelques jours de cette agression qui d'ailleurs n'était pas la première sur des jeunes qui attendaient pour passer leur examen de conduite. On a vu maintenant, cette nouveauté, c'est qu'on a enfin un centre d'examen qui est opérationnel. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu cette victoire-là? Alors c'est une victoire, mais on n'a pas encore le centre, c'est important. On a arrêté le principe du site et des aménagements à effectuer sur le site. Il faut bien préciser les choses. Aujourd'hui, on s'est déplacé de l'endroit où il y a eu les agressions, c'est-à-dire la cité Césaire, et on se retrouve quand même aujourd'hui, il faut le préciser, le long de l'avenue de la Liberté, le long du canal Lossa, sans abri, c'est important, et encore en bord de route, avec toute l'insécurité que ça comporte. Ceci dit, le cabinet du préfet, le directeur de cabinet et le préfet ont acté le principe du site derrière le RSMA, sur la route du Tigre, avec tous les aménagements que ça comporte. Donc normalement, d'ici une semaine, on devrait pouvoir déménager sur ce site-là. Et puis c'est déjà une première en Guyane, c'est la première fois qu'on a un centre à proprement parler. Écoutez, je suis fils d'exploitant d'auto-école, ça fait 45 ans qu'on est en Guyane. Mon
mon père parlait déjà d'un problème de centre d'examen. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec cette intersyndicale en partenariat avec la préfecture, je pense que ça sera une première en Guyane et qu'on va pouvoir avoir enfin un pôle. Le préfet parle d'un pôle sécurité routière. On est bien plus loin qu'un centre d'examen, qu'un simple centre d'examen. C'est important. Donc il y avait vraiment une nécessité d'assurer la sécurité des élèves en quittant ce lieu ? Ah oui, complètement, oui, bien sûr. Là, on va se retrouver donc sur une aire fermée, sécurisée. Il y a des petits points quand même à préciser encore avec la CTG, puisque la route, on est sur la route de Cabassou. Il va falloir donc aménager certainement des bandes rugueuses pour faire ralentir les véhicules en sortie d'examen. Justement, par rapport à cet emplacement, pour les élèves, peut-être même pour les auto-écoles, est-ce qu'il va falloir aménager les circuits pour permettre aux élèves de passer par ici pour s'entraîner ? On sait que pour s'entraîner, ils doivent plus ou moins fréquenter le lieu de l'examen. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, enfin, pas grand-chose, puisqu'on reste quand même à proximité immédiate du centre-ville. L'examen se passait avant à la cité Césaire et aujourd'hui à l'avenue de la Liberté, donc on n'est pas très loin du centre-ville. Au contraire, moi je trouve que c'est très bien, puisqu'on va avoir une période très courte, mais quand même nécessaire, où il ne se passera pas grand-chose, puisqu'on sera sur la route du Tigre. Donc ça permettra à l'élève de se mettre en condition, de faire diminuer son stress. Je pense que c'est bénéfique surtout pour nos élèves en fait. Alors Monsieur Olichère, on va maintenant évoquer les frais de présentation à l'épreuve pratique. Il n'existe plus depuis le mois dernier, le 3 décembre 2015 exactement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les élèves, mais en demi-teinte, puisque finalement les auto-écoles doivent compenser en faisant payer des frais d'accompagnement. Avant d'en parler avec vous, on va voir ce reportage de Bénédicte Jourdier. La fatigue peut entraîner des réactions tardives. Réponse A. Livy suit les cours de code depuis décembre dernier et elle ne paiera pas les frais de présentation à son épreuve finale de conduite puisque les auto-écoles ne peuvent désormais plus facturer la présentation aux examens du permis de conduire, ce qui représentait une centaine d'euros en moyenne. Oui, je pense que c'est une économie pour nous, les élèves. Donc ça peut mettre un avantage pour nous. Une économie pas si sûre, car les gérants des auto-écoles ont l'intention de compenser ce manque à gagner qui couvrait selon eux le coût de l'accompagnateur et le véhicule mobilisé pour le déplacement. La loi permet de facturer les frais d'accompagnement à hauteur d'une heure de conduite, c'est-à-dire entre 30 et 40 euros pour le permis B. Vu que dans la loi, ils nous disent que c'est le montant d'une heure de conduite. La compensation que nous allons faire, et nous n'avons pas le choix, c'est d'augmenter, déjà de ne plus faire de code gratuit. Oui, je pense parce que c'était ce qui nous permettait de faire le code gratuit et aussi d'augmenter nos heures de conduite. C'est normal parce que si nous restons comme ça, il faut savoir que les élèves n'auront pas une assistance et nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir payer les charges sociales. Déjà, nous avons du mal déjà à payer les charges parce que les charges sont des charges fixes. Ce décret fait partie de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, promulgué le 6 août 2015. C'est une loi qui a été pensée par des politiques et malheureusement sans vraiment une grosse étude au niveau de la profession. On n'a pas le choix que d'appliquer la loi, mais effectivement au niveau des candidats, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Et au niveau des sociétés, ça sera exactement pareil, puisqu'effectivement, pour donner un exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on fait le calcul, c'est 30 000 euros qu'une société va perdre, une auto-école va perdre chaque année. Une auto-école, c'est à peu près une centaine d'euros par présentation à l'examen. Aujourd'hui, lorsqu'on va lui retirer les 70 euros, puisque maintenant aujourd'hui ça sera une trentaine d'euros à peu près, une auto-école qui a une vingtaine de places par mois, ça donnera ça comme résultat. Cette modification n'est pas rétroactive, seuls les élèves inscrits après le 4 décembre 2015 sont concernés. Donc on l'a vu dans ce reportage, Monsieur Olichère, les auto-écoles sont donc obligées finalement de compenser cette annulation des frais à l'examen pratique. Comment ça se passe pour vous? Exactement comme en Guadeloupe et comme en Martinique et comme dans tous les départements français. Ça a été très bien expliqué. Déjà, ça s'est fait sans concertation. Donc les prestations, les formules qu'on voit fleurir un peu partout, forfait code, forfait conduite, ont été calculées sur la base d'un ensemble de prestations. Aujourd'hui, le gouvernement, sans nous concerter, a décidé d'enlever les frais de présentation.
Ça s'appelle maintenant des frais d'accompagnement. Il y a un rattrapage qui est effectué sur des prestations théoriques qui ne se faisaient pas avant. Enfin, ça ne change quasiment rien pour les candidats. Et donc justement, les candidats payent quasiment la même somme ou plus? Alors, je vais répondre à votre question, mais il faut quand même que d'abord que je précise que le permis ne coûte pas cher du tout dans les départements d'outre-mer. En Guyane, surtout, on voit fleurir des forfaits à 800 €. Un élève qui prend 30 heures a un permis à moins de 1000 €. C'est vraiment pas cher pour la prestation de conduite et la formation théorique, et c'est beaucoup moins cher qu'en métropole. Maintenant, ça ne changera rien pour les candidats, vraiment. Rien du tout. Donc le prix est le même en fait? Le prix est exactement le même. Ouais. Vous l'ajoutez au fil du temps? Vous l'ajoutez au moment de passer l'examen? Non, c'est que les frais d'accompagnement sont dans le respect de la réglementation, c'est-à-dire équivalent à 1 heure de conduite, environ 38 €. Et le manque à gagner pour l'établissement, puisqu'avant c'était des frais qui tournaient aux alentours de 80 €, sont facturés sur des prestations théoriques, c'est-à-dire que le code va augmenter ou autre chose sera augmenté, malheureusement. On revient maintenant avec vous, Monsieur Olicher, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur les résultats aux examens écrits et oraux, enfin en tout cas pour la pratique, qui place les Guyanais en dernier. Comment est-ce que vous expliquez ces chiffres-là? Écoutez, il y a plein de facteurs. Déjà, ce sont des taux de réussite, mais il faut, pour analyser un taux de réussite, il faut le faire déjà par bassin. Cayenne, Saint-Laurent, Kourou, Sinnamary, c'est important pour la Guyane, ça peut changer du tout au tout. Il faudrait le faire par inspecteur des permis de conduire, puisque sur 6 inspecteurs en Guyane, on a 6 taux de réussite différents par inspecteur, ça c'est très important. Et puis des grosses différences parfois par inspecteur. Et puis au niveau des auto-écoles, il y a forcément des exploitants, des établissements qui doivent peut-être se remettre en question. Forcément, il y a une part de responsabilité, mais il y a aussi le public. En Guyane, qui est quand même, on a beaucoup de gens non francophones quand ils arrivent pour les formations code. C'est un peu l'équivalent de l'Île-de-France ou du sud de la France à Marseille, voire la Corse. On a quand même un public quand même relativement difficile. Vous pensez que sur ce nombre d'examinateurs que vous évoquiez très rapidement, ça peut aussi jouer sur les résultats des Guyanais? Non, mais complètement, mais c'est pas que ça peut. Il y avait eu un barème en 2003, un classement par inspecteur. C'est rigolo. Bon, on ne le trouve plus ce barème-là. Évidemment, il y a de grosses distorsions de réussite. En fait, on a autant d'épreuves d'examen de permis de conduire qu'on a d'inspecteurs. C'est important de le dire. Ça reste un examen qui est fait par un être humain, donc il y a une partie personnelle de l'inspecteur qui rentre en jeu. Donc, oui, et puis il y a une notion de stress, des inspecteurs qui mettent plus ou moins à l'aise. Tout ça, ça peut jouer sur le taux de réussite également. Merci beaucoup. Merci Monsieur Olicher d'avoir répondu à nos questions. Merci. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons ces 4000 lycéens qui se sont rendus aujourd'hui au forum post-bac qui leur était proposé sur le campus de Troubiran. Et puis nous verrons en Martinique des jeunes pleins d'ambition où RSMA, des entreprises sont allées à leur rencontre et y ont trouvé du talent. Je vous le disais, vous savez, ces lycéens en terminale préparent actuellement leur avenir après le bac aujourd'hui. Ils étaient près de 4000 à participer au forum post-bac qui leur était proposé à l'université. Tout un éventail de programmes et de formations leur a été présenté. Il leur reste peu de temps, un peu moins de 2 mois pour prendre leur décision finale. Xavier-Paul Lepelletier est allé à leur rencontre. BTS, classe préparatoire ou université, beaucoup se posent la question parmi les près de 4000 lycéens qui se trouvent aujourd'hui au forum post-bac de Cayenne. Si on veut créer une entreprise ou être expert comptable, on peut largement le faire à l'EGC avec le parcours que l'on a. Donc c'est un niveau bachelor, bac plus 3. Il faut savoir que le BTS hôtellerie-restauration est destiné à former des futurs cadres dans la filière hôtelière ou la filière de la restauration. Donc c'est un métier où on est amené à travailler avec la clientèle, en rapport constamment avec la clientèle, la satisfaction clientèle. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, pouvoir faire plaisir à la population, aux clients réguliers ou non. Et donc devenir, pourquoi pas, futur cadre, gérer des établissements si possible et voyager, c'est vraiment tous les bons aspects de la formation. Un forum organisé pour répondre à leurs interrogations et surtout leur faire comprendre l'importance d'intégrer l'enseignement supérieur. Lorsque les lycéens quittent le lycée, qu'est-ce qu'ils deviennent l'année suivante? Donc pour ça, on va vulgariser également dans notre travail de communication auprès du grand public, on va vulgariser ces études. Il faut savoir qu'un jeune titulaire du BTS sur 2 est en emploi l'année suivante, alors que les jeunes qui n'ont pas de diplôme, 9 sur 10, sont au chômage. Certains, pourtant, ne sont toujours pas fixés quant à leurs futures études et hésitent même à en faire. Là, je suis venue prendre des renseignements pour savoir ce que je vais faire après mon bac, pour avoir des renseignements pour mon orientation. Moi, j'ai plus envie de travailler, donc voilà, je vais voir. Je ne sais pas trop, mais je suis un peu perdu là. J'ai visité l'assistant de manager
Là-bas aussi, à la marine, il y a le policier là-bas. D'autres, déjà bien renseignés, savent qu'ils disposent de nombreux outils pour faire leur choix. Pour l'instant, j'ai observé quelque chose, quelques petites formations, mais qui ne correspondent pas avec ce que je veux, ce que réellement je veux, ce qui fait que je suis tombée justement sur le stand de Takari, le portail Takari, ce qui fait qu'ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient et le but. Et je pense qu'en rentrant chez moi, je vais trouver la formation en Guyane qui correspond à ce que je veux faire. Finalement, les mieux renseignés sont les étudiants qui conseillent les lycéens, des étudiants qui n'hésitent pas à voir ce que proposent leurs voisins. Pour eux, se réorienter n'a rien d'insurmontable. Avec l'importante croissance démographique de la Guyane, les besoins en personnel spécialisé explosent, notamment concernant les jeunes ayant des besoins particuliers pour cause de déficience ou de difficultés d'adaptation. Ce matin, 2 professionnels de l'enseignement ont brillamment validé leur Master 2, une formation suivie à distance sur 2 ans en parallèle de leur métier. L'une des 2 diplômées nous raconte son quotidien auprès des jeunes, au micro de Xavier Paul Le Pelletier. On s'adapte au déroulement de la journée, même si nous avons des fils conducteurs, nous avons des moments incontournables, mais nous ne gérons aucune situation imprévue. Il faut simplement s'adapter, trouver les bonnes réponses, prendre du recul, savoir écouter, être à l'écoute de l'autre et puis rester humain tout simplement. Les besoins de la Guyane sont énormes, vous le savez, les défis géographiques et démographiques sont tels que ça ne va que croître dans les années qui viennent. Elle préfigure les formations dont nous avons besoin. Vous le savez, on est et nous resterons une petite université. 3 000, 4 000, 5 000 étudiants, c'est des petites universités. Il nous faut donc avoir un schéma de formation très ambitieux, mais qui tienne compte aussi de ces réalités. Que pouvons-nous faire ici ? Que pouvons-nous faire en partenariat ? On est dans ces logiques-là, dans ces questions-là, parce qu'il nous faut aller très très vite. Il nous faut, je le disais aussi, outre des didacticiens, des spécialistes du handicap, il nous faudra aussi des psychologues scolaires, des gens formés en Guyane aux réalités de la Guyane. Formation et emploi toujours en Martinique. Cette fois, il y a quelques jours, plusieurs membres du réseau Contact Entreprise se sont rendus au RSMA. L'occasion de visiter les 26 ateliers de la structure et de découvrir le potentiel de jeunes pleins d'ambition. Sécurité, menuiserie, agriculture, les recrues du RSMA ont été formés dans de nombreux domaines d'activité. Objectif à terme, bien sûr, trouver du travail. Et cette journée d'échange était un premier pas vers l'emploi. Marie Tricot et Loïc Régis. Une démonstration de force pour montrer ce dont ils sont capables. Depuis 4 mois, Sandai et sa coéquipière sont formés au métier de la sécurité. Je jouais le rôle de l'agresseur et ma coéquipière, elle jouait le rôle de l'agent de sécurité. Ouais, ça serait peut-être pour une embauche, oui, pour montrer ce qu'on sait faire déjà, qu'on peut se défendre. Même concentration face aux écrans de vidéosurveillance. Comment ça se passe ? Ces volontaires stagiaires ont 10 mois pour apprendre les bases d'un métier. Leur cadre et formateur dispose de 7 journées pour convaincre les chefs d'entreprise et recruteurs du réseau Contact Entreprise de miser sur sa 60aine de stagiaires. Actuellement, je n'ai pas de problème pour placer les jeunes. On va dire ça comme ça. Je n'ai aucun problème, effectivement, tous les patrons que j'ai contactés me rappellent. Et apparemment, la plupart des jeunes que nous plaçons satisfont très rapidement ou à moyen terme. Mais dans tous les cas, on trouve toujours une insertion positive sur la fin. Sur une 60aine de jeunes, on va dire le taux d'intégration, il s'élève à combien ? C'est 100%. Pour ces jeunes, marcher au pas passe par l'apprentissage de compétences. Brevet militaire de conduite, certificat d'aptitude et de qualification, le RSMA compte 26 filières et embrasse un panel de métiers. Ici, dans l'atelier menuiserie, on apprend la constance et le travail bien fait. Continuer à travailler de la même façon que j'ai l'habitude de travailler, afin de ne pas pouvoir peut-être gâcher une chance, parce qu'à se dire vouloir bien faire, on peut peut-être vouloir trop faire et ça peut ne pas jouer en la faveur des patrons. Les entreprises présentes ce matin nourrissent des partenariats avec le RSMA depuis des années pour la plupart. C'est la première fois qu'elles sont réunies en groupe pour assister au déroulé des ateliers. Nous, on cherche des ouvriers agricoles polyvalents. Ils apprennenne la rigueur, le savoir-être. Ensuite, bien évidemment, la formation reste assez succincte, mais de toute façon, ils seront formés chez nos planteurs. L'intérêt, c'est plus un intérêt citoyen.
parce qu'en termes d'embauche, on peut s'adresser à divers organismes. C'est plus effectivement participer, apporter sa pierre à l'édifice aussi de l'insertion des jeunes et les sortir des situations précaires et difficiles parfois. Une volonté citoyenne de donner une chance à ces jeunes et l'occasion pour l'encadrement de limiter les intermédiaires entre patrons et responsables de formation. Et surtout de permettre aux différents cadres et chefs d'entreprise de se rencontrer directement, d'avoir des échanges de cartes de visite qui leur permettent ensuite concrètement de proposer des actions pragmatiques, pratiques, pas difficiles, de coopération pour soit embaucher des jeunes, soit venir donner un coup de main dans la formation des jeunes. Chaque année, le RSMA accueille 800 recrues. 3 jeunes sur 4 trouvent un emploi à l'issue de leur formation. 398 entreprises créées au troisième trimestre 2015 en Guyane. C'est le chiffre rendu public aujourd'hui par l'INSEE. Un chiffre en hausse de 6% par rapport au précédent trimestre. Une progression qui touche à la fois les entreprises individuelles et les sociétés. Dans le secteur de la construction, la création d'entreprises a bondi de 40% au cours de ce semestre. En revanche, on note une diminution importante dans le secteur de l'industrie, toujours en crise. Sur un an, la Guyane accuse une diminution des créations d'entreprises plus forte qu'ailleurs tout de même. Seule la Guadeloupe enregistre une évolution annuelle positive. Et on finit avec cette image du nouveau succès pour Ariane. Hier soir, la mission réussie VA228. Le lanceur européen a mis sur orbite son unique passager, le satellite américain Intelsat 29. Il s'agit du 56e satellite lancé par l'opérateur européen pour le compte de la firme américaine et du 70e succès d'affilée pour Ariane 5. De bon augure donc pour cette nouvelle année. En 2016, pas moins de 11 lancements sont programmés, dont 8 Ariane 5. Prochain rendez-vous au début du mois de mars, toujours avec une Ariane 5. C'est la fin de ce journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.